Bonsoir et bienvenue dans le 3 histoires. Le concept est simple, 3 histoires racontées par 3 personnes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'héros méconnus. Et c'est Julien qui va commencer. Ok, alors, bonsoir à tous déjà. Je vais faire court, ça va être rapide. J'ai que 2 feuilles ce soir. Parfait. Alors, on va commencer par une petite question que je vais vous poser. Est-ce que vous savez ce qui se passait dans le monde en 1918 ? Bonne question. Pas mal de trucs. Mais vraiment, le gros truc qui se passait, surtout... Non, la fin de la guerre. Oui, Ouais. fin de la guerre mondiale. Donc l'histoire qui nous intéresse, elle se déroule surtout en octobre 1918, lors de la dernière offensive alliée sur le territoire français. On l'a appelée l'offensive Meuse-Argonne. Je vous laisse deviner pour libérer quelle région de la France ? La Meuse. La Meuse à l'Argonne. Super dur. Et donc évidemment... À l'école publique. Ah. Et donc ça a opposé les Américains contre les Allemands, principalement. Donc là je sais ce que vous allez penser. Non, il va parler d'un général de guerre inconnu dont j'ai absolument rien à secouer. Non, beaucoup mieux que ça. Oh. Je vais vous parler d'un animal. Oh oui, j'aime bien les animaux. Tout le monde adore. Je vais vous parler de Cher Ami. Alors déjà on va reprendre là où on était, octobre 1918. La 77e division d'infanterie américaine se trouve au nord de Verdun, et à ce moment-là, c'est le bouquet final. En gros, on n'est plus très loin de l'armistice, il y a eu pas mal de victoires côté français, donc on est vachement en confiance. Il y a des feux d'artifice. Ah oui, bah ils préparent déjà les gars. Ouais. On est bien, on est bien. Le 2 octobre, les Américains décident d'attaquer les Allemands, sous le commandant du major Charles White Whittlesey, j'espère que je le prononce bien. 554 hommes vont participer à l'attaque, ils sont secondés par 2 groupes alliés qui les protègent sur les côtés. Donc en gros, ils vont vers une zone, ils sont au milieu, et sur le côté, il y a les alliés qui sont censés les aider. Sauf que, évidemment, quelque chose va mal se passer. En gros, les hommes de Whittlesey avancent trop rapidement et ils arrivent dans un ravin, une dépression. Les alliés sur les côtés ne sont pas là pour les protéger, les Américains ont été trop vite. Alors évidemment, les Américains se font piéger par les Allemands. Ils sont bloqués sur place, certains hommes sont touchés, il y en a d'autres qui sont tués, et ils restent là pendant plusieurs jours, c'est une torture quoi. Donc à ce moment-là, on se dit que ça pue pour le bataillon en question. On le surnomme sobrement le bataillon perdu. Il y a plus grand-chose à faire. Donc toutes les communications avec ce bataillon-là, elles sont bloquées. Les alliés qui étaient censés les accompagner, ils se sont carapatés. Ouais. Ça pue vraiment fort pour eux. J'ai oublié de rajouter, oui, vu que le bataillon perdu se dirigeait vers les lignes ennemies, à la base, les fameux alliés qui se sont barrés commençaient à pilonner la zone. Donc ça devient très vite relou de se faire pilonner par les Allemands et par ses alliés en même temps. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bah, on laisse tomber, on fonce dans le tas. Non. Déjà, on essaye de rétablir les communications avec le quartier général. Donc pour ça, on utilise ce qu'on a sous la main, et à ce moment-là, on a des animaux. C'est là que je vous présente Cher Ami. Alors, Cher Ami, c'est un pigeon voyageur, une femelle qui est née en 1917 au Royaume-Uni. Donc je vais préciser pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, mais un pigeon c'est un animal fantastique. J'aime beaucoup les précisions sur les pigeons. Oui, Vas-y, mais... régale-moi. Non mais les pigeons voyageurs c'est vraiment trop cool. Parce que, alors, voilà, déjà de 1, c'est un animal innocent. Ensuite, c'est un animal un petit peu neuneux. Et surtout, il cherche toujours à rejoindre son foyer. Donc son foyer, c'est sa maison, le pigeonnier où il a vécu très longtemps. Donc là où il se sent bien dans sa tête et dans sa peau, quoi. Donc c'est fort pratique d'avoir un pigeon sur soi, quand on en a 2 ou 3 dans son bataillon, quand on est bloqué quelque part, et qu'on doit faire passer un message au quartier général, qui s'avère être le foyer des pigeons. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit bout de papier, on note ce qui va pas dessus, quelque chose du genre beaucoup de blessés, nous ne pouvons pas évacuer, à l'aide. Arrêtez de nous pilonner. Arrête. Bah, Par exemple. on roule le petit papier, on le met autour de la papate du pigeon, et on dit au pigeon, envole-toi, et on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde ? Le pigeon s'envolait. On regarde surtout s'il continue à voler, parce qu'il se fait pas tirer dessus par des potentiels ennemis. Ouais. Pas de chance, le premier pigeon envoyé par le bataillon perdu se fait tirer dessus, il se fait descendre par les Allemands. Oups. Eh ben on tente avec un deuxième pigeon.
Cette fois-ci, on prend sa plus belle plume, excusez-moi, et on écrit « Les hommes souffrent. Pouvons-nous avoir du soutien ?» Et on l'envoie. On regarde le pigeon partir. Paf ! Descendu aussi. Ils sont très forts au ball-trap, les Allemands. Tant pis, on tente avec un troisième pigeon. Le troisième pigeon, je vous le donne en mille, c'est « Cher ami ». Donc là, on est un petit peu saoulé de recevoir des tirs ennemis et alliés dans la figure. Donc t'as parfaitement pré-shot tout à l'heure. C'était dit, Hein c'était dit au début de l'histoire. Oui, c'était vraiment ça. Donc gentiment, on engueule nos alliés. Parce qu'à la limite, moi je me fais pilonner par les Allemands, ça va. Mais par... C'est mes ennemis. Les alliés, ça m'énerve encore plus, tu Ah vois. oui, c'est relou, oui. Mais ils savaient pas où ils étaient Oui. arrivés. Donc là, gentiment, on engueule nos alliés. Le message, c'est nous sommes le long de la route parallèle au 276.4, donc c'est un point précis sur la carte. Notre propre artillerie fait un tir de barrage sur nous. Pour l'amour du ciel, arrêtez. C'est vraiment ça le message. C'est la génial. longue. C'est génial que tu as retrouvé le message en entier. Ah en plus, on peut les trouver facilement. Donc, on roule le très grand message. Ouais. On accroche le message à la papate de Cher ami. Et elle s'envole. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins frustrant que les 2 tentatives précédentes, puisque les soldats du bataillon le voient se faire tirer dessus de leurs propres yeux. Parce que les deux précédents, ils savaient pas forcément s'ils étaient arrivés à destination. Là, ils sont sûrs, il se fait descendre. Donc effectivement, il est touché, il tombe au sol, mais il reprend sa course quand même. Alors, j'ai des statistiques. Il arrive à échapper aux Allemands et il arrive au quartier général suite à un voyage de 25 miles réalisé en 25 minutes. Ça fait 90 km/h la course. Il est bon. L'adrénaline chez les pigeons. Alors là, L'adrénaline de pigeon. Cher ami arrive à délivrer son message, bien qu'elle ait été touchée à la poitrine, à un œil, et que l'une de ses pattes ne tienne uniquement que grâce à un tendon. Les médecins de l'époque ont fait de leur mieux pour la sauver après cette opération. Fructueuse opération, puisque des renforts ont pu être envoyés et ont pu sauver 194 vies. Mais malheureusement, pour Cher ami, sa papate droite n'a pas pu être sauvée. Elle s'est retrouvée avec une patte en bois, oui. Elle a été rapatriée aux États-Unis par le commandant chargé des opérations américaines en Europe, rien que ça, et a été décorée entre autres de la feuille de chêne, et de la croix de guerre avec palme, donc 2 décorations militaires officielles, comme un humain. Alors bon, malheureusement, comme toutes les bonnes choses... Ah, si tu me dis qu'elle est encore vivante à l'heure actuelle, je te crois pas, tu vois. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc cher ami... c'est la sensibilité, hein. C'est très préchotable tout ce que je dis. Donc cher ami... Oui. Oui, c'est Cher ami. Cher ami est morte en 1919 des suites de ses blessures de cette opération. Donc c'était pas la première opération qu'elle a fait de sa vie. Elle avait délivré 12 messages autour de Verdun avant ça. Donc pareil, c'est quand même stylé. C'est plus de messages que moi, par exemple, que j'ai pu délivrer en volant. Et si cette happy end ne vous suffit déjà pas, sachez que vous pouvez aller lui rendre visite. Cher ami a été taxidermisée. Elle fait partie de la collection du Smithsonian Institution à Washington. Et elle est rentrée au Racing Pigeon Hall of Fame. Ça existe pour de vrai. C'est génial. Oui, voilà. Et en soi, c'est pas rien. Donc voilà, ça c'était la petite histoire de Cher ami. C'est une super histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Et je crois que Nico, t'as aussi une histoire de guerre. Bah en vrai, question comme ça. Quand vous cherchez des héros hors du commun, franchement, c'est dur de trouver en dehors de la guerre. Ouais. Peu importe la Moi, guerre. j'ai directement pas pensé faux. à la guerre, en fait. Moi, Et ouais, à la guerre pas récente, parce que la guerre récente, elle est trop documentée. Ah, pas faux. Oui, vu du coup, Ouais, c'est pas souvent original. c'est souvent des vieilles guerres où t'arrives à retrouver des traces de trucs. Ouais, Mais- c'est vrai. Bizarrement, là, pour Cher ami, j'étais retombé sur plein de dates pour le... Comment c'était déjà Meuse. Après, peut-être que le fait que ce soit une guerre mondiale, Oui, ça aide. Il y a des infos. ouais, il y a plus, Ouais, bah non, mais ouais. il y a plus de chances qu'il y ait des héros dans le tas. Enfin, tu vois, Oui. proportionnellement. Oui, c'est Il y a mondial. plus de gens impliqués, bien sûr. Il y a des gens dans le monde. Il y a beaucoup de gens. Plus il y a de possibilités. Ouais, c'est clair. Ouais, mais pour Meuse-Argonne, quand j'ai parcouru un peu, t'as des descriptions, mais date par date, jour après jour, dans chaque mois, entre début octobre et le 11 novembre, du coup, t'as des descriptions date par date avec
tel régiment qui avait fait telle action. Enfin, c'est précis. Merci Julien. Un plaisir. On passe. Merci Julien. Pour cette histoire-là, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce coup-ci. On passe quelques années plus tard. Nous sommes précisément le 20 juin 1942 dans le camp de concentration d'Auschwitz. On sait ce qui s'y passe. Mais comment on sait ce qui s'y est passé ? 2 ans, jour pour jour, après son arrivée dans le camp, Kazimierz Spiczowski, jeune Polonais de 22 ans, s'apprête à faire l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire du camp. C'est la grande évasion, tout ça, tout ça. Le détenu au matricule 918 fait partie des tout premiers prisonniers d'Auschwitz. Détenu depuis 2 ans, il est témoin d'absolument toutes les tortures et les horreurs du camp. Assigné au commando des cadavres, il a pour tâche de transporter les cadavres au crématorium. Pas la meilleure tâche du camp, j'imagine. Puis même quand t'es prisonnier, ça doit pas être fun. Hein. Un matin, il apprend que son ami Eugenius Bandera figure sur la liste des prochains détenus à être fusillés. L'idée d'une évasion commence à germer. Avec Bandera et 2 autres détenus, Pieczowski commence à créer son plan d'évasion. Étant dans le commandement des cadavres, Pieczowski a accès au garage de véhicules SS. Le 20 juin 1942, au matin, les 4 hommes s'emparent d'un chariot à détritus et s'avancent vers le portail principal. Casimir parle au garde et lui dit qu'on lui a ordonné de jeter les ordures. Le SS ouvre le portail et les 4 détenus quittent la première enceinte du camp. Donc il y a plusieurs enceintes, plusieurs sécurités. Ok. Ouais. Dans la seconde enceinte, Casimir se dirige vers le garage dans le but de voler un véhicule. Pendant ce temps, les 3 autres détenus se dirigent vers l'entrepôt des armes et vêtements SS. Ils prennent les vêtements, 4 armes et 8 grenades. Ils sont rejoints en voiture par Casimir, qui a pris sans le savoir le véhicule du commandant d'Auschwitz. La chance qu'il faut avoir pour tomber là-dessus. Ils se dirigent en voiture vers la dernière porte du camp. Sur le chemin, les soldats reconnaissent les véhicules du commandant. Du coup, ils les saluent. La luck. Ah ouais. La barrière ne se lève pas. En gros, le véhicule avance jusqu'à la barrière et le soldat décide de ne pas ouvrir la barrière. Comme ça, au feeling. C'est la voiture du commandant. Hein. Ouais. Et c'est vrai que le commandant est pas dedans. Donc, Normalement, tu connais à peu près le visage de ton commandant. Oui, c'est vrai. Ça a tendance à être le truc, le petit hic. Du coup, ils sont arrêtés, complètement tétanisés, complètement paniqués. Et c'est là que Kazimierz Spiczowski tente le tout pour le tout. C'est là le gros bluff. Il sort brusquement de la voiture et crie un allemand parfait au soldat de lui ouvrir immédiatement s'il veut pas se faire fusiller. Le culot. Ouais. Là, il y a... Le kilo de Bollocks. Là, il y a de la testostérone dans l'air. Là. Pétrifié, le soldat s'exécute. Il a fait dans son ben. On passe à la suite. Avec eux, ils ont pris soin d'emmener le rapport de Witold Pilecki. Et Witold Pilecki, c'est qui ? C'est un résistant polonais qui s'était fait volontairement interner, les Balls, volontairement interné 2 ans plus tôt pour relater en détail le fonctionnement de la machine de mort nazie. La vache. Cet écrit sera envoyé au haut commandement allié et prouvera dès 1942 l'existence des camps de la mort. Ok. Et c'est comme ça que pendant la guerre, ils ont su qu'il y avait des camps d'extermination et quelle était la méthode employée. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ouais, non, il y a une histoire hyper intéressante en vrai. De toute façon, hein, dans les histoires de la résistance, t'as 1 million d'histoires comme ça de gens pas connus qui ont fait des trucs bien de sûr. fous furieux. Il y a eu des... ça a été genre adapté en film, du coup, ça? Celle-là, non. Je crois pas. Pas de mémoire. Et c'était prévu qu'il s'évade pour amener le rapport à l'extérieur. Au début, non. C'est juste parce que, justement, l'idée lui est venue ensuite parce que
il y a Bandera qui allait se faire exécuter. Et Hmm. ils en ont profité pour emmener le rapport de Ok. Vittel. Ok. Voilà mes gens. Bon, mon histoire, elle a un peu un rapport avec la guerre aussi, vous verrez où je veux en venir. En vrai, au niveau héros méconnus, j'ai un peu triché, on va pas se mentir. Batman. Est-ce que cette personne était vraiment un héros ou pas? Je pense pas, mais vous allez comprendre en entendant l'histoire. Mais je trouvais son histoire hyper intéressante et je pense qu'il y a intérêt à ce qu'elle soit connue un peu plus que ce qu'elle est réellement. Je vais vous parler de Albert Pierrepoint. Pour raconter un peu sa vie, en gros, il est né le 30 mars 1905 à Clayton en Angleterre et il a su très vite ce qu'il voulait faire. Une petite suggestion peut-être? Menuisier. Non. T'as dit que ça avait un petit rapport avec la guerre, mais plus tard. C'est vrai. Hmm. Après, il a exercé avant et pendant aussi. C'est un petit rapport avec la guerre, vous allez voir où je vais en venir. Avocat. Non. Je vais le citer. À l'école, il disait « Quand je quitterai l'école, j'aimerais être bourreau comme mon père, car cela nécessite un homme stable, avec de bonnes mains, comme mon père et mon oncle Tom, et je serai pareil. » Donc en gros, il voulait être bourreau dès son plus jeune âge. Son père Henri, son oncle Thomas étaient tous deux bourreaux. D'ailleurs, son père buvait beaucoup, en partie énormément à cause de son travail, et il est mort en 1922. En 1932. Albert, il a 27 ans, et il va être assistant bourreau pour la première fois, aux côtés de son oncle Tom. Donc, cette première personne qui va exécuter, c'est un certain Patrick McDermott. Il a été appelé, lui et son oncle, par l'État libre d'Irlande, qui était le régime politique de l'Irlande à l'époque. Et donc, Patrick McDermott, c'était un jeune fermier irlandais qui a été coupable du meurtre de son frère aux alentours de Dublin. Donc en gros, pour résumer un peu, le travail d'Albert en tant qu'assistant, c'est d'accompagner le prisonnier sur l'échafaud, c'est aussi d'attacher les jambes du condamné, et il fait ça en tant qu'assistant, et il a aussi un travail à côté dans le commerce. L'un des conseils de son oncle, Tom, qui lui a donné donc pour faire ce travail, il lui a dit « If you can't do it without whiskey, don't do it at all ». Je traduis « Si tu peux pas faire ça sans whisky, ne le fais pas du tout ». Habile. En Contrairement à son père, du coup. C'est vrai ça. Ouais, bah, son père est mort de l'alcool, je pense que c'était pour une raison. Ouais. En octobre 41, il a fait sa première pendaison en tant qu'exécuteur principal. Il s'agissait de Antonio Mancini, un célèbre mafieux qui était appelé Babe, dans le milieu. Beaucoup de son travail a eu lieu pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Il a exécuté 200 personnes qui ont été jugées coupables pour des crimes de guerre en Allemagne et aussi en Autriche. Parmi ces personnes, beaucoup de nazis. Il a aussi exécuté des serial killers, tels que Gordon Cummins, qui était surnommé The Blackout Reaper, John Haig, qui était surnommé The Acid Bath Murderer, des noms, ou encore John Christie, qui était surnommé The Rillington Place Strangler. C'est un bourreau des As, quoi. Aussi, il a exécuté l'inventeur du Zyklon B, Bruno Tesch, mais aussi des révolutionnaires indiens à l'époque de la colonie anglaise, quand l'Inde était colonisée par les Anglais. Donc il a exécuté certains révolutionnaires, mais il y a aussi eu quelques erreurs, bien sûr. Il y a eu le cas de Timothy Evans, qui a été pendu le 9 mars 1950, jugé coupable du meurtre de sa fille, et en 66. Il obtient le pardon à titre posthume, puisque le véritable tueur, c'était son voisin, John Christie, exécuté en 53, je vous ai parlé de lui. John Christie, qui était surnommé The Rillington Place Strangler. Bah, tout est bien qui finit bien, du coup. Ouais, à titre posthume, il a quand même été exécuté pour le meurtre de sa c'est fille, vrai, alors mais qu'il l'a pas tué, quoi. ouais. Enfin, Bah, c'est bon, c'est pardonné. Le vrai tueur a été tué. s'il a été pardonné. Il a dit pardon. Le dernier cas de femme exécutée au Royaume-Uni, il a eu lieu en 1955, et c'est lui qui l'a exécutée. Il s'agissait de Ruth Ellis, qui a tué son mari alors qu'elle était victime de violences domestiques. Faut savoir aussi que Albert, il était tenancier d'un pub. Comme je vous l'ai dit, il avait un travail à côté. Ça a un peu évolué. Avant, il travaillait dans le commerce. Ensuite, il a tenu un pub jusqu'en 1956, où il a démissionné. En tout, on estime qu'il a participé à environ 450 pendaisons. Oh, la vache.
Il a écrit son autobiographie, et dans cette autobiographie, il a écrit « La pendaison est censée dissuader. Je ne peux pas être d'accord. Il y a eu des meurtres depuis le début de l'histoire et nous continuerons à chercher des moyens de dissuasion jusqu'à la fin des temps. Si la mort était une dissuasion, on pourrait s'attendre à ce que je le sache. C'est moi qui leur ai fait face en dernier, des jeunes gens et des filles, des ouvriers, des grands-mères. J'ai été étonné de voir le courage avec lequel ils entreprennent cette marche vers l'inconnu. Cela ne les a pas dissuadés alors, et cela ne les a pas dissuadés quand ils ont commis ce pourquoi ils ont été condamnés. Tous les hommes et les femmes que j'ai affrontés à ce moment ultime me convoquaient que dans ce que j'ai fait, je n'ai pas empêché un seul meurtre. » Sa position donc sur la peine de mort, elle est devenue totalement confuse, vers la fin de sa vie, et il devient même parfois une parole contre la peine de mort. Et ses écrits ont été un peu pris en compte dans l'interdiction de la peine de mort au Royaume-Uni, puisque la peine de mort a été totalement interdite en 1998. Lui, il est mort un peu avant, en 1992. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais raconter un peu cette histoire du bourreau qui est devenu contre la peine de mort à la fin de sa vie, après avoir exécuté près de 450 personnes quand même. Hein. Tu vas me dire, c'est un des mieux placés quand même pour dire. Bah, c'est ça que je trouvais hyper intéressant dans cette histoire, c'est que c'est un bourreau qui s'exprime finalement contre la peine de mort, ou en tout cas qui est pas totalement pour à la fin de sa vie. On peut pas dire non plus qu'il est fatalement contre, puisque c'était son métier et bon. Il a toujours voulu faire ça. Ouais, voilà, il a quand même fait ça pendant de nombreuses années. Mais je trouvais ça hyper intéressant, ce paradoxe, que vers la fin de sa vie, il change d'avis et publiquement, il va contre la peine de mort. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement interdite en 1998, même s'il meurt, lui, quelques années auparavant. 98 98 au Royaume-Uni, ouais. En France, c'est pas beaucoup plus tôt, hein. Oui, c'est vrai, c'est pas beaucoup plus tôt, mais... 98, quoi. Ouais, Mais nous, 98, ça va être classe, il y avait une guillotine. Je sais pas ce qui était le plus classe. Bon, pendaison, guillotine, finalement. Pendaison, ça fait un peu trop cow-boy. C'est vrai que ça fait cow-boy. En piétant, je te pends aux chaînes que je trouve, là, puis ça fera plus chier. Non, mais donc voilà, il s'agit certainement pas d'un héros, hein, même si certaines personnes peuvent le considérer comme un héros pour avoir exécuté des serial killers ou des nazis. Bon, je pense qu'on n'a pas à se positionner là-dessus, c'est vraiment pas la question. Et je pense que aussi les mœurs à l'époque ont totalement changé, mais je trouvais son histoire vraiment intéressante pour le coup à raconter, et son parcours de vie aussi, où il a changé d'avis, etc. Voilà. Bah merci. Mais je vous en prie. C'était très cool. Intéressant. Ouais. Moi, ce qui m'étonne aussi, après, c'est parce que j'ai l'habitude des anciennes histoires de bourreaux, mais c'est vrai que t'es bourreau et tu fais un autre truc à côté. Avant, Ouais, tu sais, ouais. dans les villages et tout ça, ils étaient reclus de la société. Ah ouais? Bah, ils avaient même pas le droit de toucher les objets dans les marchés ou quoi. Le boulanger faisait le pain du bourreau, qui est retourné, et on savait que c'était le pain Ah du oui, bourreau. d'accord. Tout était fait, il avait pas le droit de faire comme les autres. Ouais, bah c'est des choses qui ont dû évoluer, je pense, avec le temps aussi, de toute C'est manière. parce qu'en fait, on s'imagine tellement que ça date, la peine de mort. Bah oui, c'est moi, ça. je m'imagine juste Alors des que- histoires de village anciens. Oui, c'est clair. Alors que des bourreaux, il y en a eu jusqu'à très récemment encore. Il y en a qui sont encore en vie, qui ont Eh dû oui, l'être, quoi. il y en a qui sont C'est ça sûrement encore en vie. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode des 3 histoires, c'était super cool, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine.